must be crystal clear. We stand with Israel. Depuis sa création, l'État d'Israël a souvent été en guerre avec ses voisins ou contre le peuple palestinien. À chaque fois, sa supériorité militaire prévalait et le conflit s'arrêtait lorsque les États-Unis, ou en 1948 le Royaume-Uni, estimaient qu'ils étaient allés trop loin. Aujourd'hui, 28 000 Palestiniens et Palestiniennes se sont fait massacrer par l'armée israélienne et les États-Unis ne semblent pas vouloir bouger le petit doigt. Pire, en décembre dernier, au Conseil de sécurité de l'ONU, et alors que les bombardements à Gaza avaient déjà fait plus de 20 000 morts, pour la 5e fois, les États-Unis s'opposaient à une résolution qui demandait un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. While the United States strongly supports a durable peace, in which both Israelis and Palestinians can live in peace and security, we do not support calls for an immediate ceasefire. Lorsque la Russie commet des crimes de guerre en Ukraine, les États-Unis les condamnent avec une grande fermeté, dans les mots utilisés, dans les sanctions, mais lorsqu'Israël commet le même type d'atrocité, c'est le déni. Les États-Unis et certains pays comme la France se rangent du côté de l'agresseur. Alors, devant les blocages du Conseil de sécurité, l'Assemblée générale de l'ONU s'est saisie de la résolution pour un cessez-le-feu présentée le 12 décembre et bloquée par le veto des États-Unis. Et son verdict est clair. 153 pays ont voté pour, 23 se sont abstenus et 10 ont voté contre. En regardant la carte, une réalité nous frappe. Alors que le monde est bleu, les États-Unis et une bonne partie de l'Europe, dont l'Allemagne, l'Italie ou les Pays-Bas, se sont abstenus. Alors comment expliquer ce blocage et ce soutien si particulier de l'Occident et des États-Unis envers Israël? C'est ce que nous allons tenter de voir avec ce nouveau numéro de Qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis n'ont pas toujours été un allié inconditionnel d'Israël. Certes, ils ont reconnu l'État d'Israël en 1948 alors que celui-ci mène une guerre de conquête, que l'on appellera plus tard la Nakba et qui verra près de 750 000 Palestiniens et Palestiniennes sur les 900 000 habitant le territoire être chassés par l'armée israélienne. Certes, ils ont aussi largement œuvré à l'adoption de la résolution 181 des Nations Unies en 1947, proposant un plan de partage de la Palestine. Dans les années 40 et 50 et jusque dans les années 60, les principaux alliés d'Israël ne sont pas les États-Unis, mais la France et le Royaume-Uni. Dès la Première Guerre mondiale, les deux pays vont devenir les principaux alliés du mouvement sioniste. Lorsqu'en 1916, le ministre britannique des Affaires étrangères Edward Grey évoque publiquement son soutien au mouvement sioniste, c'est à la France qu'il enverra sa proposition. Alors en guerre contre l'Empire ottoman, les deux pays discuteront de sa dissolution après la guerre à la conférence de San Remo en 1920 afin de coloniser les riches territoires du Proche-Orient. La Syrie et le Liban tombent sous le joug français, tandis que l'Irak, la Jordanie et la Palestine sont sous mandat britannique. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est la France qui se placera comme un allié primordial d'Israël en lui permettant d'obtenir la bombe atomique dans un programme secret aux grandes dames des États-Unis qui ne voulaient pas qu'Israël obtienne la bombe. L'alliance d'Israël avec la France et le Royaume-Uni atteindra un paroxysme lors de l'opération franco-britannique pour reprendre le canal de Suez, à la suite de sa nationalisation par l'Égypte le 26 juillet 1956. Cet épisode n'est pas qu'une illustration d'une alliance entre les trois pays. Elle est aussi un signe du déclin de l'impérialisme français et britannique pour laisser place à un monde divisé en deux superpuissances, puisque ce sont les États-Unis et l'Union soviétique qui vont couper court aux ambitions d'Israël et des Européens en stoppant l'opération et en obligeant Israël à se retirer du Sinaï. À ce moment-là, aucune des deux superpuissances ne s'intéresse encore à Israël. Mais une série d'événements majeurs va complètement retourner la situation. Le premier, c'est l'indépendance de l'Algérie en 1962. La France change de stratégie envers les pays arabes et va tenter de se racheter une conscience en se rapprochant d'eux, tandis qu'elle concentrera désormais ses actions impérialistes et d'influence en Afrique, dans la consolidation de ce qu'on appelle la France-Afrique. Le second événement majeur sera la guerre des 6 jours en 1967. Absorbée par sa nouvelle stratégie néocoloniale, la France lâche complètement son ancien allié et impose un embargo sur la livraison d'armes. Outre-Atlantique, la victoire d'Israël à cette guerre, ironiquement permise grâce à l'armement français antérieur, modifiera en profondeur la stratégie des États-Unis envers Israël, qu'ils vont percevoir désormais comme un allié majeur dans leur lutte contre l'Union soviétique qui prend de plus en plus de poids, de pouvoir avec l'essentiel des pays arabes. C'est vraiment à ce moment-là que les États-Unis deviennent officiellement un allié d'Israël. Enfin, le troisième et dernier événement majeur, c'est la révolution iranienne de 1979 qui aboutira sur le renversement du Shah d'Iran.
Dans son ambition de mieux contrôler la région stratégique du Golfe Persique, les États-Unis s'appuient, après la Seconde Guerre mondiale, sur deux alliés principaux, à l'Est et à l'Ouest, l'Arabie Saoudite d'un côté et l'Iran de l'autre. Or, la chute du Shah d'Iran fait tomber l'un des deux piliers de la stratégie impérialiste américaine, qui doit désormais trouver un nouvel allié pour le contrôle d'une région qui produit encore aujourd'hui une grande part du pétrole mondial et qui constitue une route commerciale maritime de premier plan. Toutes ces données montrent l'importance cruciale stratégique pour la première puissance mondiale de contrôler cette région du monde. Et Joe Biden le disait lui-même lorsqu'il était encore sénateur en 1986. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. Une déclaration qu'il a réitérée il y a à peu près un an alors qu'il était depuis devenu président des États-Unis. Alors depuis cette période, les États-Unis n'ont plus jamais cessé de soutenir Israël et ont massivement renforcé leur soutien économique, militaire et industriel à hauteur de près de 158 milliards de dollars depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce soutien s'est encore intensifié à l'heure de la guerre contre le terrorisme déclenchée par George Bush Jr. et maintenant que la Chine s'impose et cherche à renforcer son influence dans la région. Alors bien sûr, la relation entre les deux pays n'a pas toujours été évidente, et certaines administrations, comme celle de Clinton ou d'Obama, ont pu entretenir des rapports tendus avec les autorités israéliennes. Ce fut le cas notamment entre Obama et Netanyahou, raison pour laquelle les États-Unis soutiendront pour la première fois de leur histoire, en 2016, une résolution de l'ONU demandant l'arrêt de la colonisation en Cisjordanie. Pour autant, jamais le soutien des États-Unis à Israël ne faiblira vraiment. Et ce, malgré les coûts diplomatiques, économiques et stratégiques de ce soutien dans les relations entre les États-Unis et les autres pays arabes de la région. Cela s'explique en réalité par d'autres facteurs internes qu'il faut prendre en compte. L'électorat d'abord et le poids de l'AIPAC. Car si le soutien des États-Unis envers Israël est d'abord le résultat d'un choix géopolitique, il est aussi très largement dû à des facteurs internes, électoraux. Puisque encore, à l'heure actuelle, et pour des franges importantes de l'électorat américain, le soutien à Israël revêt une importance significative. L'Institut statistique Gallup montre de façon consistante, depuis 1988, qu'une part importante de l'électorat américain soutient bien plus Israël que les Palestiniens. Le pourcentage de soutien est particulièrement important chez la population blanche protestante évangéliste, une frange majeure de l'électorat républicain, qui se montre d'ailleurs plus en faveur d'Israël que la population juive américaine elle-même. Ceci dit, les populations juives américaines ne sont pas toutes critiques envers le soutien des États-Unis à Israël. Si les jeunes de moins de 35 ans se montrent assez réticents à soutenir Israël, comme ont pu le montrer les mobilisations récentes de Jewish Voice for Peace, ce n'est pas le cas des populations plus âgées pour qui les relations entre les États-Unis et Israël revêtent une certaine importance et que l'on trouve majoritairement en Floride et en Pennsylvanie, deux swing states qui ont déjà fait basculer des élections. C'est par exemple le manque de soutien de cet électorat clé qui fera perdre l'élection de George Bush Sr. contre Clinton en 1992. Alors les intérêts de cette population aux États-Unis sont représentés par l'AIPAC, l'American Israel Public Affairs Committee, une organisation d'influence œuvrant pour la défense des intérêts d'Israël très puissante à Washington. Le lobbying de l'AIPAC n'est certes pas toujours efficace. Sous l'administration Obama, en 2014 par exemple, l'AIPAC se mobilise sans succès pour renforcer les sanctions contre le programme de nucléaire civil iranien. Au final, ses capacités d'influence dépendent beaucoup de l'administration en place. Mais l'AIPAC reste quand même une organisation très influente, qui compte pas moins de 1,5 million de membres en 2021 et qui pèse beaucoup sur les élections dans le pays. L'AIPAC fournit tout un kit idéologique pro-Israël et de très grosses sommes d'argent pour les candidats et les candidates à l'élection présidentielle, au sénatorial, aux législatives. Et à l'inverse, lorsqu'un élu ne soutient pas la politique coloniale d'Israël, ou pire, défend la cause palestinienne ou exige un cessez-le-feu, l'AIPAC utilise tous les moyens en sa possession pour soutenir le ou la candidate en face de sa cible électorale. En ce moment, c'est contre la fameuse Squad que le lobby concentre ses attaques. Ces députés, femmes et hommes le plus souvent racisés, qui se revendiquent à gauche, ont eu le courage d'appeler pour un cessez-le-feu alors que leurs collègues envoyaient toujours plus d'armes à Israël. Du côté des deux gros prétendants à la Maison-Blanche, il est clair que Donald Trump, qui s'était rendu au congrès de l'AIPAC lors de sa campagne de 2016, ou Joe Biden, qui est prêt à perdre son électorat arabe et afro-américain et très probablement l'élection, continueront cette politique complice et criminelle à l'égard de la situation en Palestine et au Moyen-Orient. Le soutien inconditionnel envers Israël est donc enraciné dans les stratégies géopolitiques des États-Unis depuis de très nombreuses années.
Mais depuis cette nouvelle guerre à Gaza, de plus en plus de pays dans le monde remarquent le double standard des États-Unis et plus généralement de l'Occident qui, alors qu'il avait durement condamné l'agression de l'Ukraine par la Russie, se montre incapable de condamner les crimes de génocide en cours à Gaza. Yesterday, Russian forces bombed a theater in Mariupol where hundreds of people had been taking shelter. President Biden said that, in his opinion, war crimes have been committed in Ukraine. We believe the submission against Israel to the International Court of Justice distracts the world from all of these important efforts. And moreover, the charge of genocide is meritless. Au final, le soutien des Occidentaux au gouvernement de Netanyahou les isole sur la scène internationale. Et l'initiative de l'Afrique du Sud marque peut-être le retournement de l'ordre géopolitique mondial. Netanyahou sera-t-il le tombeau de l'impérialisme occidental? Le soutien inconditionnel des États-Unis à Israël pour le maintien de leurs intérêts est-il paradoxalement en train de jouer en leur défaveur? Ce qui est sûr, c'est que ce 21e siècle signe un affaiblissement progressif des États-Unis sur la scène internationale, où de plus en plus de pays cherchent à s'imposer. Outre la concurrence de la Chine, de nombreuses régions tentent de se retourner contre l'hégémonie occidentale. Que l'on parle de ce qu'il se passe actuellement au Sahel contre la France-Afrique, mais aussi des contre-réunions anti-G7, des BRICS dont le poids économique devient de plus en plus important. Ce que nous apprend peut-être l'histoire du soutien de l'Occident à Israël, c'est que le monde est peut-être en train de changer. En conséquence, pour ne pas se retrouver isolé sur la scène internationale, la France ferait peut-être mieux de s'indépendantiser des États-Unis, de travailler sur sa propre stratégie en matière géopolitique, voire, comme cela a été proposé par certaines forces politiques, de construire une diplomatie non alignée, qui lui permettrait de cesser de cautionner les massacres en cours, de maintenir un dialogue avec d'autres pays et d'avoir enfin une position juste dans les conflits qui ravagent le monde, qu'ils soient dus à l'impérialisme américain, à la colonisation ou à l'inverse, à l'impérialisme chinois ou russe. C'est la défense des droits humains, du multilatéralisme et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui devrait constituer notre boussole et non les intérêts des États-Unis, lesquels tenteront de maintenir leur hégémonie envers et contre tout, quitte à peut-être provoquer une guerre plus globale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter dessous, ça nous aide, et rendez-vous au prochain numéro de Qu'est-ce qui se passe ?